Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. C'est le 101e épisode et on est le 23 décembre 2022 et donc j'ai décidé de faire une petite rétrospective de cette année 2022. Voilà, c'est un petit peu comme j'ai fait c'est même exactement comme j'ai fait dans l'épisode 79 que vous pouvez écouter avant d'écouter cet épisode qui était une rétrospective de l'année 2021. Une année déjà très riche en no-code. Et voilà, là je vous livre une nouvelle rétrospective de l'année 2022. Allez, c'est parti. Cette année 2022, elle commence pour moi aux États-Unis. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous raconter ma vie vraiment de cette année, mais c'était voilà, pour placer un petit peu le contexte. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai réécouté cette semaine en fait l'épisode du coup 79 où j'ai fait une rétrospective de 2021 et l'année 2021, j'avais un petit peu oublié, mais avait commencé vraiment très mal avec ce contexte de confinement, etc. Et bien l'année 2022, pour moi en tout cas, a commencé beaucoup mieux, puisqu'elle a commencé au soleil de Californie. Voilà, et c'était très agréable. Je vous en parle pour deux raisons. C'est parce que la première raison, c'est que j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des gens en lien avec la communauté no-code là-bas, et notamment, principalement, Christian Peverilli, qui a une agence qui s'appelle We Are No Code. Très très intéressant échange, on a déjeuné ensemble, j'ai eu l'occasion de l'inviter dans le podcast, donc vous pouvez regarder, c'était vers les épisodes 40 je crois, j'aurais dû regarder avant de lancer l'enregistrement. Mais voilà, et c'était très intéressant parce que il est suisse à l'origine, mais il habite aux États-Unis depuis longtemps. Et il m'a permis de comprendre quand même pas mal de différences culturelles, on va dire, qu'il y a entre nos pays. Voilà, donc c'était vraiment super. Et puis c'était intéressant aussi d'un point de vue personnel, puisqu'on est allé au restaurant. Il m'a parlé aussi de sa vie à Los Angeles, etc., qui est une ville que j'ai beaucoup appréciée. Voilà. Et la deuxième raison, c'est parce que ça, c'est un petit retour d'expérience d'un point de vue télétravail. Donc la côte ouest des États-Unis, que ce soit San Francisco ou Los Angeles, ou toutes les autres villes de la côte ouest, ont 9 heures de décalage horaire, 9 heures vers l'arrière, c'est-à-dire que quand il est 18 heures en France, il est 9 heures aux États-Unis, en tout cas sur la côte ouest. Et donc, j'avais prévu quand j'étais là-bas, j'ai passé 3 semaines au total aux États-Unis l'hiver dernier, j'avais prévu quand j'étais là-bas de travailler 1 semaine depuis Los Angeles, j'aime bien faire ça, et vous allez le voir, ça va revenir dans cette année 2022, mais j'aime bien être dans une ville et travailler de là-bas, pour avoir un petit peu le feeling de ok, qu'est-ce que c'est, parce que c'est toujours différent quand on vit quelque part que quand on est touriste. Et donc quand on travaille, c'est-à-dire qu'on travaille la journée et puis qu'on sort le soir, etc., enfin, quand on est dans un rythme un petit peu comme les locaux, eh bien on a une expérience de la ville un petit peu différente. Donc voilà, et alors en fait, ce décalage horaire, je l'avais un petit peu sous-estimé, mais c'était très très dur à vivre, et d'ailleurs j'ai pas pu travailler très franchement autant que je l'avais prévu, parce que, comme je l'ai dit, donc quand il est 18h, donc la journée commence à se terminer en France, c'est la journée qui commence là-bas. Alors je me suis levé un peu plus tôt, notamment pour travailler sur notre livre, donc on avait des réunions de travail, et donc je voulais pas décaler, donc il y a eu un jour où je me suis levé à 5h du matin, voilà, et donc j'ai tenté un petit peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent à comme ça se lever très tôt et tout, moi j'avoue que c'est pas du tout mon rythme, je me lève pas spécialement tard, mais pas non plus aussi tôt que ça, quoi, donc voilà, donc ça m'a pas plu, et puis en plus, comme je l'ai dit, il faisait très beau, c'est une ville qui m'a beaucoup plu, j'ai fait des rencontres aussi très intéressantes là-bas, et donc voilà, donc finalement c'était plutôt un mi-temps sur cette partie-là. Bon, de toute façon j'avais quand même pas mal, finalement j'avais un peu prendre des vacances, donc c'était pas forcément plus mal, mais voilà, c'était pas donc ça c'est pas évident. Donc ça c'est quelque chose que je garde en tête pour l'avenir, c'est que moi en tout cas je pense que le télétravail pour moi sur des grands décalages horaires fonctionne mieux si je suis plutôt vers l'avant, donc plutôt en Asie, et ça tombe bien parce que j'aimerais aller au Japon passer quelques temps, et voilà, parce que en fait finalement le matin on est tranquille, on peut travailler, faire du travail de fond, et puis en fin de journée, on se retrouve avec son équipe, avec ses clients, etc. Et je pense que ça marche bien. Alors, ça c'était un petit peu un point un petit peu perso pour démarrer, mais il s'est passé beaucoup de choses cette année. Il s'est passé tellement de choses que là j'ai devant moi un carnet qui est plein de notes. Je pense pas que je pourrais tout aborder, ça va durer très longtemps, mais néanmoins, on va quand même essayer de parcourir un petit peu tout ça. Ça va être un petit peu différent. L'année dernière, j'avais regroupé un petit peu par thématique, en fait, j'avais fait un déroulé un petit peu chronologique, mais j'avais groupé par thématique, là j'ai trouvé ça assez dur. Donc voilà, donc il y a plein de choses que l'on va survoler ensemble. On va organiser ça par trimestre.
parce qu'il faut qu'il y ait une organisation d'une manière ou d'une autre. Et puis je pense que je vais mettre des petits jingles ou quelque chose entre les trimestres. Voilà, voilà, vous le savez, hein, j'essaye un petit peu de créer des choses d'un point de vue audio. Donc voilà, c'est encore une nouvelle expérimentation. La première news de l'année pour le no-code en France, c'est la création de l'association No-Code France. En fait, on avait déposé les statuts à toute fin de l'année 2021, mais ils ont été approuvés. D'ailleurs, il y avait eu un petit recalage, on a fait une petite erreur dans nos statuts et un premier décalage, mais voilà, elle a été effective vraiment au tout début de l'année. Et donc, on a eu nos premières adhésions, beaucoup d'adhésions. D'ailleurs, merci à tous les gens qui ont adhéré à l'association à ce moment-là. C'était vraiment le début, hein, donc il fallait aussi quand même un petit peu y croire. Il fallait le faire surtout pour nous soutenir, pour soutenir l'effort. Et donc c'était très chouette. Il y a plein de gens aussi qui ont fait des dons, et ça aussi, je vous en remercie si vous l'avez fait. Et donc voilà, on a démarré. Alors l'association No-Code France, alors ça, je pourrais faire tout un podcast dessus, hein. On en a beaucoup parlé ces derniers temps et j'y reviendrai peut-être un petit peu en fin de podcast. Mais c'est une association qui est là qui a plusieurs missions, mais qui principalement, si je dois le résumer, et c'est un petit peu ma vision, mais elle est partagée par une majorité, à petite chose près, hein, évidemment, mais c'est vraiment d'accueillir les personnes qui découvrent le no-code et qui montent en compétences. Donc il y a l'idée de leur donner des ressources, de bien les accueillir aussi pour qu'ils puissent poser leurs questions, surtout s'ils sont débutants. Il y a l'idée aussi de les professionnaliser. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là au cours de l'année. Voilà, donc c'est une organisation un petit peu particulière, puisque c'est une association qui n'a pas de président, qui avait en tout cas au début 12 administrateurs et administratrices, donc un conseil d'administration uniquement, et puis des guildes qui portent les actions, et ça ce sont les adhérents. Il y a plein de gens au cours de cette année qui ont fait plein de choses extraordinaires. Donc ça a démarré au tout début 2022, et c'est quelque chose qui a été vraiment un fil rouge pour moi de cette année 2022, et qui aussi, à la fin de l'année 2022, on a procédé à la première réélection du CA de l'association. Voilà, je ne sais pas si j'y reviendrai d'ailleurs, hein. Bon, je l'ai effectivement au 4e trimestre aussi, mais on verra, on a beaucoup de sujets à aborder, et je n'aimerais pas que quand même vous ennuyiez trop. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais évidemment, vous pouvez mettre ce podcast un petit peu en accéléré. Je pense que ça ne sera pas forcément un problème. Et vous pouvez aussi, et je vous encourage vraiment à faire quelque chose d'autre en même temps. Peut-être vous allez l'écouter sur votre trajet des vacances, en faisant votre course, si c'est le cas. Je vous donne de la force, hein, bon courage, ou alors en faisant le ménage, en faisant ce que vous voulez. Voilà, c'est quelques idées, mais voilà, si vous voulez être concentré dessus aussi, vous pouvez prendre des notes même. Bon, je pense pas que ça mérite ça, d'autant que c'est vraiment, là on n'est pas du tout sur un travail journalistique, hein, je le précise, hein, mais vraiment c'est mon ressenti de cette année, donc forcément je vais y parler aussi un peu de contournement, et puis c'est mon point de vue sur différentes actualités. Je vais pas tout faire de manière objective, et je vais surtout pas essayer d'être exhaustif. Alors, il y a eu ensuite une nouvelle très très importante, très intéressante dans l'écosystème. Le premier, on va dire, gros rebranding. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des outils qui un outil par exemple qui s'appelait Landen qui est devenu Umso. Mais on a eu surtout Integromat, outil d'automatisation extrêmement connu, qui est devenu Make. Make, c'est un nom extrêmement audacieux. Vous l'imaginez déjà. Alors pour ceux qui travaillent un petit peu dans Internet, vous savez que le SEO, par exemple, l'optimisation pour les moteurs de recherche va sûrement poser quelques problèmes, et on l'a vu d'ailleurs par la suite. Mais tout le monde a aussi été évidemment un petit peu interloqué parce que le domaine make.com, .com, je le dis à l'anglaise, coûte probablement extrêmement cher. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas voulu communiquer. Mais voilà, c'est un grand événement. Il y a eu beaucoup de teasing. Il y a eu beaucoup de gens il y avait quelques personnes qui étaient dans la confidence, qui avaient signé d'ailleurs des contrats de non-divulgation, je crois. Enfin, mais voilà, alors moi je ne dirais pas qui, mais j'avoue que j'avais été mis dans la confidence également. Je ne m'ai pas posé problème à ces gens-là, mais voilà. Mais on attendait quand même cette nouvelle, et notamment nous on l'attendait beaucoup parce que ça a été le signal de départ pour pouvoir nous permettre de filmer notre formation Make,
voilà, donc sur laquelle on savait qu'on voulait y aller depuis un moment. On en avait parlé pas mal avec Louis de Vaumas, qui est un expert vraiment d'Integromat depuis les premiers jours, le premier jour en tout cas de la communauté no-code en France. Et puis on en parlait, Louis est très occupé, et puis après, entre-temps, il y a Lilian qui est devenu quand même très expert. Lilian, vous connaissez probablement, Lilian Sevoumian, voilà, qui a suivi nos formations et qui est devenu passionné, qui est devenu très très bon. Et donc, voilà, comme on se connaît un petit peu, on s'est dit, allez, allons-y ensemble, tous les trois. Voilà, donc je voulais m'entourer d'expertise parce que c'est un outil qui est très pointu. Et donc on s'est lancé, et donc on attendait ce fameux rebranding parce qu'on voulait pas tout filmer avec l'ancienne marque, évidemment. Et donc on a attendu, ça nous a laissé le temps de nous préparer. Et puis on a commencé à filmer, voilà, dès que c'était sorti. Je crois que c'était à la toute fin du mois de février, il me semble. Alors c'était quasiment en même temps qu'un événement un petit peu même très très malheureux qui a eu lieu, je crois vraiment dans les mêmes jours, qui est le début de la guerre en Ukraine. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit quand même en ce moment en plus vraiment les conséquences de cette situation qui a commencé, on ne sait pas quand elle se terminera, mais qui a commencé le 22, quelque chose comme ça, février, il me semble, 2022. Ou 21, ou je sais plus, enfin voilà, c'est quelques jours avant l'anniversaire de mon père, qui est d'origine ukrainienne, russe, c'est un peu compliqué, il vient de Crimée. Voilà, donc c'était un moment assez particulier, mais c'est pas forcément un moment, c'est pas quelque chose dont j'ai forcément envie de parler, parce que c'est une situation géopolitique extrêmement complexe, mais il y a quand même eu, dans ce contexte, des choses intéressantes à noter d'un point de vue no-code, parce que, comme on l'avait vu pendant le Covid, dans un contexte d'urgence et des fois d'émotion aussi, notamment comme cette guerre en Ukraine, quand les gens veulent réagir, agir, il y a forcément aujourd'hui évidemment le net, le web sont omniprésents, on a envie de produire des choses pour Internet. Et on le voit, on l'a vu à nouveau vraiment, que les outils no-code ont été extrêmement utilisés dès les premiers jours, mais très très rapidement, c'était incroyable. Les outils no-code ont été utilisés pour lancer des initiatives. Une des plus connues étant, mais il y en a des nombreuses, mais je vais que citer We Ukraine de Camille Coco, si je ne dis pas de bêtises, qui a utilisé Softr pour faire une plateforme d'intermédiation pour avoir d'un côté, je crois, les associations qui cherchaient de l'aide pour pouvoir apporter une réponse humanitaire, et puis les bénévoles éventuellement. Puis il y avait des ressources, plein de choses. J'avoue que je me souviens plus, j'ai un petit doute, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, c'était extrêmement intéressant. Donc voilà, vraiment une situation d'urgence, et à nouveau, et ça c'est quelque chose dont on parle dans notre livre, on a étudié un petit peu ce phénomène, mais voilà, dans les situations de crise, on a pu voir dans les années récentes que le no-code pouvait permettre de produire très très vite des applications mobiles, des applications tout court, des sites web. Il y a eu plein d'exemples en 2021 également, évidemment, mais mettre en ligne des choses où l'enjeu n'est pas toujours technique, mais l'enjeu est d'aller vite. Et évidemment, il y a des développeurs qui savent faire du quick and dirty, comme on dit, mais il y a toujours un temps incompressible quand on veut mettre un projet web en ligne. Il y a des complications, des choses qui sont vraiment résolues par les outils no-code. Et j'évoquais Softr, un de ces outils justement, qui a été beaucoup utilisé dans le contexte de ce début de guerre, un peu comme Glide avait été énormément utilisé lors du Covid, de la pandémie du Covid, en tout cas des débuts, on est toujours dans la pandémie malheureusement, mais donc Softr, à peu près vers cette époque, aussi il me semble au mois de mars, a annoncé une levée de fonds de 13,5 millions. Alors je vais pas vous faire la liste de toutes les levées de fonds, mais voilà, Softr, c'est quand même un outil qui est très présent et donc qui a aussi pas mal de moyens. Et en plus, au même moment, ils ont gagné le prix de produit de l'année chez Product Hunt, donc qui n'est quand même pas rien, puisque c'est quand même une référence vraiment dans les produits, dans les produits web, les outils, etc. Donc voilà, c'est un outil, il y a plein de concurrents, plein de choses très intéressantes chez leurs concurrents, évidemment, mais c'est un outil qui est très utilisé. Au premier trimestre, en parlant d'outils, on a eu une nouvelle aussi qui est Notion. La formation, l'outil Notion. J'ai tellement d'habitude de parler de formation. Notion, mais ça a eu un impact sur nos formations, mais Notion est devenu disponible en français. News extrêmement importante,
parce que, on le sait, le fait que beaucoup de ces outils no-code soient disponibles uniquement en anglais freine leur adoption en France, voilà, par le grand public. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et voilà, alors nous, c'était un peu moins une bonne nouvelle parce que, bon, du coup, toutes nos vidéos montrent Notion en anglais. Alors, on a fait une petite vidéo pour expliquer quand même. On n'a pas encore tout refilmé. On prévoit, je pense, quand même un jour ou l'autre de refaire intégralement cette formation à Notion de toute façon. Mais voilà, c'était pas... par contre, on a beaucoup complété. Et Notion, tant qu'on parle d'eux, eh bien, Notion ont eu énormément, vraiment, de nouvelles fonctionnalités en 2022. Je reviendrai pas forcément dessus, mais je vous reparlerai un petit peu de Notion à la fin de cet épisode. Vous verrez, on va clore un petit peu le sujet de Notion. Ça fait partie de ces grands sujets. Sur le volet des formations, par contre, donc il y a deux choses. Je vous ai évoqué notre formation Make. Et au mois de mars, donc quand on a fini de filmer le premier niveau de la formation, donc vous le savez probablement, hein, nos formations sont découpées en 3 niveaux qu'on filme progressivement, notamment parce qu'on s'appuie sur les retours des premiers niveaux. Mais donc quand on a filmé le premier niveau, on a organisé un grand webinaire. Et en fait, à la fin du mois de mars, début avril, voilà, à la fin du premier trimestre, voilà, pour contournement un petit peu, c'était l'actu. On a profité du premier trimestre pour filmer 3 formations. Une formation aux API, une formation au process avec Xavier Agapé et une formation à Make, donc le premier niveau, avec Lilian et Louis. Une fois que ces 3 formations étaient prêtes, puisque c'est vraiment, on voulait qu'elles complètent, elles vont vraiment ensemble, c'est vraiment le sujet de l'automatisation, des ops, etc. On a voulu un petit peu marquer le coup et on a organisé un webinaire. Et j'ai envie de vous en parler un petit peu parce que c'est un webinaire, très franchement, je suis très fier, parce qu'il était, je trouve, très original. Alors, vous l'avez peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, mais chez Contournement, et moi en particulier, j'aime vraiment surprendre, on va dire, les gens et faire des choses un petit peu créatives et un petit peu originales. C'est pas vraiment pour surprendre uniquement, et pour faire le buzz et faire de la com, c'est simplement parce que voilà, moi je m'ennuie vite et j'aime pas tout le temps faire la même chose. Et donc notamment, ça m'ennuie profondément de faire tout le temps des webinaires un peu classiques, etc. D'autant qu'on en a tous bouffé un petit peu dans tous les sens des webinaires. Et donc là, on a cherché un concept, et alors je vais vous le spoiler, hein, désolé, hein, mais bon, vous pourrez quand même le regarder. Mais on a fait un petit happening en fait. Donc le premier concept, le premier truc, c'est qu'on était dans Gather. Gather, je reviendrai peut-être un petit peu dessus, mais donc c'est notre bureau virtuel. On voulait être, donc on a filmé, en fait, on a streamé notre présence, au lieu de faire un stream classique, on était en caméra, mais on était dans ce bureau virtuel. Et dans ce bureau virtuel, donc il y avait Louis, il n'y avait pas Louis d'ailleurs, il y avait Lilian, Xavier, moi-même, et puis notre stagiaire Gaëtan. Et donc en fait, on avait fait un petit bureau sympa, qui ressemblait un petit peu à une agence. En fait, en gros, le scénario, c'était que l'on ait une petite agence no-code. C'était juste pour mettre un petit concept, et puis ensuite, on fasse notre présentation, on parle. On avait demandé aux gens de nous poser des questions en amont, et puis on allait un petit peu y répondre. Et en fait, on avait prévu un petit happening, c'est qu'en fait, quelqu'un rentre dans le bureau, une personne que personne ne connaît dans la communauté no-code, et qui est venu en fait nous interrompre et nous demander de l'aide pour automatiser un process. Alors évidemment, c'était tout prévu, mais cette personne, Corinne, qui était une cliente d'ailleurs de Lilian, eh bien nous a fait le plaisir de jouer le jeu, donc on avait répété avec elle, et donc elle est venue, elle nous a dit « Ah bah oui, désolé, moi j'ai un process avec du papier, je gère ci et ça, etc. » On avait inventé toute une petite histoire. Et donc, on lui a demandé de dérouler ça, et nous, en fait, on a profité de ça pour parler d'API, de processus. C'est Xavier d'abord qui l'a accueilli, qui lui a demandé de nous détailler son process, il l'a modélisé, ensuite moi j'ai parlé un petit peu d'API, et ensuite Lilian a fait l'automatisation avec May qui correspondait à son process pour l'aider. Et franchement, alors on avait bien préparé en amont, il y avait beaucoup de monde, et vraiment on était très très fiers de notre coup parce que pendant quelques secondes, quelques minutes, vraiment, les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passait et c'était très drôle. Et évidemment, tout le monde a compris que c'était préparé. Hein, je ne veux pas vous dire, on n'a pas fait une mystification complète, mais c'était très chouette et c'était, je pense, très vivant parce que du coup, on a raconté une histoire et on a déroulé tous les sujets qu'on voulait aborder, mais sans être chiant, quoi. Enfin voilà, c'était un peu marrant. On avait choisi une histoire un peu rigolote parce que Corinne avait une société qui faisait de l'intérim de mascotte pour les parcs d'attractions. Enfin bref, voilà. C'est un petit peu ça, c'est le genre de choses que moi j'aime faire, que j'apprécie tout particulièrement.
Et ainsi, on a lancé notre formation Make, notre formation API et notre formation Process. Donc voilà, c'était vraiment des briques qui nous manquaient dans notre catalogue. Et vraiment, le début de l'année chez Contournement nous a servi à vraiment consolider notre catalogue. Et puis, on a ajouté ensuite une formation aux expressions régulières. Et puis, au fil de l'année, les 2 niveaux suivants de Make, dont on est très content. Et aujourd'hui, voilà, on a 8 formations dans notre catalogue. Et donc, on est très content de ça. En parlant de formation, aussi au premier trimestre, il y a une formation très intéressante qui a eu lieu, qui est la formation Uncode School de Milan Boigard, où j'ai eu l'occasion de venir déjeuner avec eux. Donc voilà, j'ai passé quelques heures avec eux. Déjà, on a un petit peu discuté. Je me suis prêté au jeu des questions-réponses, ce qui m'a permis de faire connaissance justement de la première promo d'Uncode School. Voilà, donc une formation de 2 mois. Très intéressante, voilà, un pari assez audacieux aussi qu'a fait Milan, mais a priori j'ai l'impression que tous les gens ont fait des choses très intéressantes derrière. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à l'époque, Gian, une des élèves, avait tenu un petit carnet de route sur LinkedIn de la formation, donc c'était très intéressant en plus de suivre ça, un petit peu tout le monde dans la communauté NoCode suivait ça au fur et à mesure. Donc voilà, et puis ça a été un petit peu la naissance, voilà, portée par Milan, de la vision un petit peu de product builder, qui est un métier en devenir dans le no-code, voilà, dont on discute régulièrement. On en a beaucoup parlé en cours. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler pas mal de fois. Alors, les visions fluctuent suivant à qui on en parle. C'est assez intéressant. Moi, c'est un sujet qui me touche un petit peu moins parce que je trouve que c'est moins le sujet des ops, mais néanmoins, voilà, il y a des choses intéressantes dans cette vision, en tout cas dans le fait de trouver des métiers. Alors moi, ce qui me frustre un petit peu, c'est que bon, tous ces métiers qui émergent, c'est toujours des noms en anglais, etc. Et sans être un défenseur de la langue française, je trouve aussi que c'est toujours un petit peu pompeux, etc. Mais bon, voilà, donc il y a beaucoup, on a des makers, des project leaders, des builders, des no-code engineers, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi personne ne veut proposer des choses en anglais. Moi, nous, on réfléchit un peu. Alors, dans les ops, c'est pas facile non plus. Nous, on a cette notion de no-code ops. Donc, ops, c'est opération. Donc, voilà, nous, on a envie de populariser peut-être le terme d'opérateur, opératrice. Ça peut sonner un petit peu désuet, mais moi, j'aime bien ça. Donc, on verra. C'est pas vraiment un sujet pour nous. Pour l'instant, Pôle emploi n'a pas prévu de faire un code ROM pour les métiers du no-code, à ma connaissance, mais ça viendra. Il faut en parler, en tout cas. Il faut définir les contours de ces métiers, les noms, après on changera, mais bon, voilà. Après, de toute façon, développeuses no-code, ça marche aussi très bien. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer, mais c'est vrai qu'il y a aussi plein d'approches, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce métier de product builder, où il y a une filiation avec le métier de product manager aussi. Peut y avoir aussi un lien avec product owner, des fois. Alors, tout ça, c'est aussi des notions dans les startups qui sont un peu confuses. Des fois, moi, j'aime bien aussi avoir une certaine orthodoxie. Par exemple, le métier de product owner, pour moi, est très lié aux méthodes agiles. Donc, ça me choque un peu quand des fois, c'est utilisé hors de ce contexte. Mais bon, bref, on va pas faire les puristes. Mais voilà, en tout cas, une très belle formation. Et puis, il y a eu la formation d'Allegria qui s'est lancée aussi au premier trimestre. Je crois, en tout cas, le premier batch. Très franchement, je n'ai pas envie forcément de trop commenter. Forcément, on est un petit peu partie prenante et j'aurais pas forcément de très bonnes choses à dire dessus. Voilà, moi, ce que j'aimerais rappeler tout simplement, c'est que quand même la formation, c'est un métier. C'est un métier. Nous, on fait ça depuis longtemps. On n'est pas les seuls. On est d'autres gens. Milan, par exemple, a fait beaucoup de formations avant de faire ça. Thibaut, chez Otto également. Et donc voilà, ça nous fait toujours un petit peu bizarre quand des agences se lancent aussi comme ça et pensent que ça va être facile. Voilà. Après, écoutez, il faut. Par contre, il en faut. Le format, par exemple, d'Allegria est très intéressant. C'est les seuls à proposer une formation longue avec de l'alternance, par exemple. Voilà, donc ça a le mérite d'être souligné. Et j'espère que voilà, ils vont apprendre et faire des belles formations dans les années à venir. J'ai pas forcément de doute là-dessus, mais j'attends de voir. Et je dis ça aussi pour tous les gens qui se lanceront. C'est valable aussi pour tout le monde. Voilà, et puis j'avais noté quelque chose, mais bon, du coup je l'ai évoqué très rapidement. Au début de l'année, Stanislas Verjus, mon ami Stan, a mis en place NoCodeville.
Voilà, donc ça c'est né un peu d'une discussion d'ailleurs qu'on a eue. Voilà, l'idée d'avoir un grand bureau virtuel. Alors d'abord c'était un petit bureau, puis c'est devenu un grand bureau virtuel quand Stan a pu négocier avec Gazer un grand accès. Et donc en fait depuis on a passé toute l'année 2022 à être tous présents ensemble dans un bureau virtuel où il y avait plein de bureaux. Il y avait des freelances aussi, il y avait et donc c'est très intéressant. Malheureusement là en fin d'année ça se termine un petit peu, donc on va revenir sur un schéma où chaque boîte etc aura son propre bureau et puis cette zone centrale. Voilà, bon, c'est des trucs très visuels, donc là, à discuter dans le podcast, ça fait un peu bizarre, c'est pas un événement majeur, mais voilà, j'aurais dû en parler avant de parler de notre scénario, de notre webinar Make, mais bon, voilà, écoutez, désolé, c'est ma préparation est un petit peu fouillie, voilà, je lis mes notes un petit peu au fur et à mesure. Et ainsi s'achève le premier trimestre 2022. Et donc on est au printemps, c'est le deuxième trimestre qui démarre, et il s'est passé plein de choses, il s'est passé des événements surtout dont j'ai envie de vous parler. Ce printemps vraiment était le printemps du no-code, ce printemps 2022, il s'est passé beaucoup de choses. La première chose dont je me souviens, à vrai dire, ou dans mes notes en tout cas, j'ai fait un petit peu des recherches, c'est la No-Code House à Lisbonne. Alors, je vais passer rapidement dessus, mais j'ai quand même envie, évidemment, de vous parler de ce projet. Mais pourquoi je vais passer dessus ? C'est parce que j'y ai dédié un épisode de podcast, qui est un épisode, en fait, où j'ai partagé simplement des petits enregistrements que j'avais faits. En quelques mots, la No-Code House avec Stan, à nouveau Stan, on a loué un appartement à Lisbonne. On voulait passer un mois ensemble à l'étranger. Voilà, Stan en fait a voyagé pendant 5 mois, du printemps jusqu'à la fin de l'été. Et donc j'ai décidé de le rejoindre pendant un mois. Et donc on s'est dit, essayons d'événementialiser un peu ça. On a la chance d'avoir une très belle communauté, d'avoir plein de gens qu'on apprécie dans cette communauté. Donc on va louer un grand appart avec une chambre en plus, et un espace où on pourra travailler. Et donc on a invité plusieurs personnes à se joindre à nous pendant une semaine uniquement, maximum, et comme ça on a eu une rotation. Et donc on a 5 ou 6 personnes qui sont venues nous voir, plus d'autres gens qui ont profité de l'occasion qu'on était à Lisbonne pour venir à Lisbonne, autour de la maison. Voilà, mais j'ai enregistré plein de petites séquences audio pour raconter ça, donc je vous invite à écouter, c'est un épisode hors série, je ne sais plus de quel numéro, mais voilà, qui était sorti donc au mois de juin, et qui vous raconte ça. Mais c'était vraiment une très très belle expérience, et que l'on a réitéré à Athènes au mois d'octobre. Et pareil, il y a un épisode de podcast, alors celui-là qui était beaucoup plus monté et travaillé, dont je suis assez fier, je dois dire, qui est l'épisode 99. Voilà, donc vous l'avez peut-être écouté récemment, j'ai mis pas mal de temps à le produire. J'ai essayé de faire quelque chose un petit peu plus de l'ordre d'un podcast natif, comme on dit. C'est pas du tout un entretien, même s'il y a des petites séquences d'interviews et de portraits de membres de la communauté No-Code qui nous sont venus nous voir à Athènes. Mais voilà, donc ça c'était le démarrage. Au printemps 2022, c'était le démarrage. Et il y a eu un autre événement auquel du coup malheureusement cette année et moi-même n'avons pas pu assister, qui était organisé par mon associé Erwan et son association No Code for Good, dont il est le président, qui était le hackathon No Code à Lorient. Le deuxième hackathon No Code for Good, le premier avait eu lieu en juin 2021 à Nantes, un très très bel événement au sortir, on va dire, de la grosse phase de pandémie. J'en ai parlé dans la rétrospective précédente, mais c'était un événement magnifique qui nous a permis de nous rencontrer tous pour la première fois, de vraiment sortir un petit peu de cette période de pandémie. Donc voilà, mais là c'était à Lorient. Même principe, donc des porteurs de projets qui viennent plutôt d'horizons un petit peu, qui ont des projets en tout cas à impact social, qui sont aidés par des no-codeurs et des no-codeuses de niveaux variés. En tout cas, les porteurs de projets généralement ne connaissaient pas le no-code, et en quelques jours, très rapidement, on voit qu'on peut les aider à lancer des projets. Donc encore une fois, une magnifique opportunité de montrer vraiment la valeur du no-code et à quel point on peut aller vite. C'était un très bel événement, les gens d'Auto aussi sont venus, ça a été parrainé par XAR notamment, par d'autres personnes que j'oublie et je m'en excuse, par Learning Animals aussi d'Ivan. Voilà, donc c'était un très bel événement.
Je sais pas quand aura lieu le prochain d'ailleurs hackathon. J'espère qu'il y en aura au moins un par an. Ça serait vraiment très bien. Voilà, moi j'espère aussi qu'il y aura un jour un hackathon un petit peu plus compétitif. Moi j'aime bien aussi les hackathons un peu plus où on a un petit peu une dimension un petit peu sportive, où les équipes s'affrontent et qu'il y a des prix, des choses comme ça. Voilà, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je pense que ça viendra dans les années à venir dans l'écosystème no-code. Et puis tout de suite après donc la No Code House et le hackathon, il y a eu encore un très très bel événement. Alors là, on atteint en termes d'événementiel, je veux dire, on est sur du très très haut niveau. Le Web Today, conférence, la deuxième plus grande conférence autour du numérique et du web en France, a priori, derrière Vivatech, si je dis pas de bêtises, qui a lieu à Nantes, dont c'était je sais plus combien édition, 7, 8e, 10e, peut-être 9e, je me souviens plus à vrai dire. Ils avaient dû faire une pause évidemment à côté de la pandémie, donc c'était le retour. Et c'était un festival sur 3 jours avec des conférences, vraiment de très nombreuses conférences en même temps. Et des événements, des concerts, une soirée le dernier soir, un karaoké géant, enfin bref. C'est pour ça que je préfère vraiment le mot de festival plutôt que de conférence, parce que c'était vraiment aussi très 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 bonne ambiance. C'est sur l'île de Nantes, qui est un endroit que j'apprécie beaucoup. Je connais pas très bien Nantes, par contre, l'île de Nantes, j'y suis allé plusieurs fois, et je l'ai un petit peu quadrillé, alors pas autant que les locaux évidemment, mais je me suis pas mal baladé dessus, et j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, et le Web Today, ça a été magnifique. Il y a eu donc, grâce à Amandine, au sein de la scène de la track, donc de la séquence de conférences sur la tech, une partie no-code, donc la track est devenue la track tech et no-code. Et donc on a été plusieurs à intervenir. J'ai eu le privilège d'ouvrir la track avec une conférence dès le premier jour, où j'ai fait donc l'ouverture. J'ai partagé un petit peu... J'ai essayé de faire une petite rétrospective de par mon podcast et ma position un petit peu privilégiée au sein de la communauté, d'annoncer un petit peu ce qui allait se passer dans les conférences à venir, et puis faire une espèce de petit rétrospective, point d'étape, je sais pas trop, j'ai fait une petite définition du no-code, enfin voilà. Vous pouvez voir ça d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, je crois. Et donc voilà, c'était un super moment, c'était ma première intervention vraiment en tant que speaker. Erwan, évidemment, a fait une intervention également. Il a fait une intervention sur les no-code ops, une introduction vraiment à notre vision des no-code ops et à cette discipline à laquelle on croit très fortement. Voilà, Erwan a beaucoup plus l'habitude que moi, évidemment, de faire des conférences. Donc pour lui, c'était un jeu d'enfant. Moi, j'ai préparé ça pendant longtemps, j'ai longuement répété. Mais j'étais très content, j'étais très content de ma prestation. Ça m'a donné confiance, et maintenant, je peux aborder ce genre de choses sans crainte, pour être tout à fait honnête. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'inviter à des conférences, n'hésitez pas à le faire, je serai là, je serai répondre présent. Et j'attache vraiment toujours, comme je le disais tout à l'heure, une importance toute particulière à faire des choses un petit peu originales et créatives. Donc voilà, en général, je pense que je pourrais vous faire passer un bon moment. Ça, c'était vraiment sur la partie événementielle. Nous, au niveau de nos formations, on a saisi un petit peu cette opportunité. On aime bien, en fait, en fin de trimestre, chez Contournement, essayer un petit peu toujours de se faire des petits sprints comme ça, d'annonces, de choses. Et donc, en fait, à la fin du deuxième trimestre, on a profité un petit peu du mois de juin pour faire plusieurs annonces. Première annonce, on a décidé, on l'a annoncé au Web Today, que notre formation au No-Code Ops d'initiation deviendrait gratuite. C'est une formation auparavant qu'on vendait à 150 €. On en a vendu pas mal. On l'a créée exactement 1 an auparavant, en juin 2021. Et on a décidé de la rendre gratuite parce qu'on avait envie vraiment de la partager au plus grand nombre. Les gens qui venaient de l'acheter, on les a remboursés, si vous vous posez la question d'ailleurs, qui l'avaient acheté juste avant l'annonce. Dans les 2 ou 3 mois avant, on a remboursé tout le monde évidemment. Et voilà, et ça a été, alors évidemment c'est un moyen d'acquisition, vous vous en doutez, mais c'est aussi parce qu'on avait envie que des formations de qualité soient accessibles gratuitement. C'est une formation d'une journée, comme je le dis, avant on la vendait, donc c'est pas du tout une formation au rabais qu'on a fait comme ça rapidement. C'est une vraie formation. Et on est vraiment très content parce que du coup on a l'occasion, tout le monde a l'occasion de découvrir notre vision, de découvrir les outils surtout, de se former, de faire des exercices.
Donc voilà, se mettre le pied à l'étrier avec une formation de qualité. Voilà, parce qu'on avait aussi envie que dans les formations gratuites, il y ait des formations de qualité. Ça permet aussi de mettre un certain standard et qu'il n'y ait pas des gens derrière qui viennent faire des formations nulles et puis voilà, essayer comme ça de se présenter un peu n'importe comment. Donc voilà, donc ça c'était important. Et puis au fil du mois de juin, on a sorti le 2e niveau de la formation Make. On a fait plusieurs choses comme ça, la formation aux expressions régulières. Et puis on a sorti un petit projet créatif qui s'appelle les Fables des Ops, qui est un projet qui est né lors d'un brainstorming qu'on faisait, donc on se voit très régulièrement avec l'équipe de contournement, et on était donc avec Erwan et Gaëtan, on brainstormait d'idées, je sais même plus pourquoi, si c'était, je pense, pour faire un petit peu des stickers, des choses comme ça, avoir des... Et en fait, Erwan a dit tout simplement, les fables des Ops, à un moment comme ça. Donc, vous connaissez peut-être les fables d'Ésope. Ésope, qui est un philosophe, je sais pas, grec, je crois, du début du siècle, ou je sais même plus, franchement, j'ai peut-être dû dire une connerie, ça se trouve, il était romain. Bon, bref, c'est quelqu'un de l'Antiquité. J'ai un doute là, mais voilà, donc c'est lui qui a inspiré les fameuses fables de La Fontaine, évidemment, que vous connaissez tous. Bref, je vais pas vous faire un cours d'histoire, surtout comme vous le voyez, non seulement j'ai pas préparé, en plus j'ai quelques lacunes sur le sujet, mais donc voilà, en tout cas je connaissais quand même déjà Ésope, donc j'avais la ref, comme on dit, de son jeu de mots. Et en fait, en discutant, on s'est dit, ok, est-ce que carrément, Erwan sait très bien écrire, notamment potentiellement des fables, ou puisqu'il a ce talent d'écriture, de slam et de rap et de texte, quoi. Il sait écrire des textes, tout simplement, on va le dire. Et donc, on s'est dit, ok, est-ce que tu serais chaud pour écrire une fable sur le thème du no-code, voire d'en écrire plusieurs, parce que moi, tout de suite, à partir de là, moi, je suis pas très créatif dans le sens artistique, mais j'ai vu tout de suite le potentiel, on va dire, de packager ce concept, et ça m'a beaucoup plu, parce que moi j'aime bien les concepts, et voilà, là je trouvais qu'il y avait un concept fort, mais un concept il marche si on en fait une série. Moi je pense que tout doit fonctionner, tout, en tout cas par série, et donc il fallait plusieurs fables. Donc Erwan s'est dit, ok, et on essayait d'en écrire une. La première était très très cool, le tank et la mouche, donc c'était une référence à une citation, je crois, de Thibaut. Et puis après, il y avait la cigale et la fourmi, donc revisitation, je sais pas comment on dit, revisiter cette fameuse fable. Puis il y a une dernière chose qui s'est passée quand même, et qui est tout à fait notable, qui s'est passée à la fin du 2e trimestre 2022, c'est le réveil d'Adalo. Adalo, vous connaissez peut-être cet outil. C'est un outil de création d'applications mobiles natives, extrêmement prometteur, qui s'est lancé en 2019, qui fait partie, comme le disait Stan dans un live il y a quelques jours, un petit peu des outils un petit peu phares du début du no-code, en tout cas quand on place le début, évidemment, 2019, cette année un petit peu fondatrice pour le mouvement no-code, et Adalo était là, très présent, en force, extrêmement prometteur. Et puis en 2021, ils se sont complètement endormis, à tel point que vraiment dans la communauté no-code, plus personne n'en parle. Il y avait des gros problèmes quand même de performance, malgré que l'interface soit extrêmement bien designée. Ce qu'on produisait avec était quand même assez peu performant, et donc c'était assez inquiétant en fait pour de la production, pour faire des applications qui allaient tenir la charge. Eh bien, ils se sont réveillés en juin 2022, ils ont fait une annonce, donc ils donnaient des fois un petit peu des news, mais jamais rien de convaincant. Et là, ils ont sorti d'un coup une très grosse fonctionnalité qui était très attendue, la géolocalisation. Et la géolocalisation, c'était quelque chose que, on se disait, ça fait longtemps quand même que ça aurait pu y être, quoi. Et alors, au moins, ils l'ont très bien fait. Ils ont sorti une fonctionnalité très complète, on peut se géolocaliser, l'utilisateur de l'application peut être géolocalisé, on peut aussi géolocaliser des endroits, localiser des endroits, calculer les distances, il y a plein de choses qu'ils ont fait qui étaient vraiment très bien, et en même temps, ils ont aussi profité pour faire comme ça un peu un gros effet d'annonce, ils ont annoncé des améliorations drastiques des performances de leurs applications. Et donc ça, c'était super, parce que moi, quand même, j'ai une certaine tendresse, entre guillemets, pour Adalo. On avait une formation à Adalo qui se vendait bien à une époque. On les a rencontrés quand on était à la No-Code Conf à San Francisco. On avait un petit peu des échanges. C'était un des rares éditeurs, en fait, j'ai envie de dire, américains, avec qui on a quand même des échanges. Et voilà, mais ils ont complètement disparu. Ils ont fait cette annonce, et puis depuis là, ça s'est quand même un peu retombé. Malheureusement, on n'a plus tant que ça de nouvelles. Ils existent toujours, ça fonctionne toujours, mais on ne sait pas vraiment où ça va. Donc ça, on verra en 2023. J'espère que je vous raconterai dans mon récap de 2023 qu'il y a plein de bonnes choses qui leur sont arrivées. Mais pour l'instant, après ce petit pic au milieu d'année, le buzz est doucement retombé, malheureusement.
Et on arrive maintenant à l'été 2022, au mois de juillet. Alors le mois de juillet a été assez calme, j'ai rien noté de spécial. L'été a été globalement assez calme, hein. Voilà, on en a profité un petit peu pour se reposer, travailler, voilà, conclure un petit peu notre année. Il y a eu une annonce qui a été intéressante, qui me permet d'évoquer un sujet. C'est l'outil Wizzed, alors qui n'est pas un outil extrêmement connu, qui est un outil en fait qui permet de se brancher sur Webflow et d'ajouter des capacités à Webflow pour pouvoir faire des web apps sur Webflow. Et cet outil, il a été racheté par une agence, ce qui était assez surprenant. Alors c'est une grosse agence, certes, qui s'appelle FinSuite, qui est une agence leader sur Webflow aux États-Unis et dans le monde, hein, peut-être. Hein, ils sont extrêmement intéressants. Ils sont à l'origine d'une méthodologie d'utilisation de Webflow qui s'appelle Client First. Ce sont des acteurs vraiment très importants de l'écosystème Webflow et donc qui ont racheté un outil. Et c'est intéressant, pourquoi? Alors je le précise, c'est quelque chose d'un petit peu mineur finalement d'un point de vue macro, mais c'est quand même un des signes, à mon sens, de quelque chose qui va arriver beaucoup plus souvent dans les années à venir, c'est la consolidation de ce marché. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'en 2022, il y a eu beaucoup moins de nouveaux outils qui sont apparus. Il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés. J'avoue que là, j'ai pas tout de suite, je n'ai pas noté, mais je sais que voilà, il y a quelques outils qui se sont arrêtés de fonctionner. Bah si, il y a Automate.io par exemple, qui était un outil d'automatisation concurrent de Zapier et de Make, qui a été racheté par Notion et qui a été racheté pour être stoppé. Donc vous voyez que voilà, ça c'est deux rachats qui sont assez intéressants dans l'année, et donc avec des issues différentes, puisque FinSuite continue à développer Wizzed, notamment en mettant à profit vraiment leur expertise sur Webflow, alors que Notion a décidé, et c'était le plan depuis le début, a priori de shutdown, de fermer Automate.io, parce qu'en fait ils ont acquis surtout l'équipe et le savoir-faire au niveau des API et des interconnexions d'outils de l'équipe d'Automate.io pour amener tout ça dans Notion, et on en voit déjà des choses. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je pense, que l'on va beaucoup plus voir en 2023. Des outils qui vont s'arrêter, certains avec une issue heureuse comme un rachat, certains malheureusement vont mettre la clé sous la porte, hein, tout le monde ne trouvera pas son public. Et donc voilà, certains qui vont arriver à la fin de leur runway, comme on dit, donc de la fin de leur financement. Tout va arriver. Voilà, il va y avoir des acteurs qui vont se racheter entre eux, peut-être des fusions, des choses comme ça va être très intéressant. Moi, c'est pas forcément ce qui m'excite le plus, hein, tout cet aspect un peu business, mais d'un point de vue, on va dire, utilisateur et no-code game, quelque part, eh bien, c'est quand même important à notifier. Donc on verra. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire et d'analyse que ça. Si vous en avez, si vous avez des prédictions, je ne me prêterai pas au jeu des prédictions dans cet épisode, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer en DM et je les consoliderai quelque part et je vous donnerai le crédit si ça se réalise. Voilà, donc ça c'était l'été. Nous, on a terminé l'été à Marseille, puisqu'on s'est retrouvés. On a une tradition, je l'avais évoqué d'ailleurs dans l'épisode 79, toujours on se retrouve à la toute fin du mois d'août, début septembre avec Erwan, et donc maintenant avec Gaëtan et Louise, qui travaillent avec nous également. On s'est retrouvé à Marseille, qui est une ville importante quand même dans le no-code, puisque c'est là-bas que sont présents nos amis d'Auto, et puis il y a toute une communauté. Maintenant, là-bas, c'est une ville où je suis beaucoup allé en 2022, dont je suis un petit peu tombé amoureux. J'y suis allé en septembre 2021, comme ça, un petit peu justement sur le chemin pour aller voir Erwan. Donc en 2021, on a fait ça chez lui, près de Bordeaux, et sur le chemin, je m'étais arrêté à Marseille 2 jours pour rencontrer les gens qui avaient là-bas, et j'ai tellement aimé que j'y suis retourné de 4 ou 5 fois durant l'été, durant l'année 2022, et donc là on a décidé de faire là-bas. On a pris un bel appart qui nous a servi un petit peu de QG pendant 3 jours, où on organisait un petit peu des séances de brainstorming, etc. Et surtout on a organisé un meet-up en compagnie de Muriel, qui s'occupe de la communauté locale, qui est chez Auto. Merci beaucoup à toi Muriel d'ailleurs d'avoir co-organisé ça avec nous, et donc avec la Briqueterie, qui est un très très beau lieu à Marseille, et donc on a fait un petit meet-up, contournement, No-Code France, Auto, la Briqueterie, dans ce lieu, il y avait plein de gens qui sont venus, on a passé une super soirée, franchement, c'était vraiment génial, ça nous a donné beaucoup de force, aussi des idées à brainstormer tout de suite dès le lendemain. Donc voilà, c'était vraiment 3 jours super qu'on a passé à Marseille, qui nous ont bien lancé dans l'année, et puis parce que la fin d'année a été très chargée comme vous allez le voir, mais déjà la fin de ce 3e trimestre a été très chargée, puisque le mois de septembre a été un mois assez exceptionnel sur le no-code. Et je vais vous en parler très rapidement.
il y a une première chose dont je voudrais parler, et je vais revenir sur l'événement, évidemment, vous attendez tous, je vous parle du No Code Summit, j'imagine, qui a terminé le mois de septembre. Mais il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est, j'ai pas beaucoup parlé de l'association et des actions de l'association No Code France, mais à la rentrée, on a eu la rentrée du Twitch. Donc le Twitch, c'est un média, donc c'est les fameux streamers dont vous entendez peut-être parler. Donc No Code France a une chaîne Twitch depuis déjà 1 an et demi, 2 ans presque, sous l'impulsion de Stan, qui est un petit peu l'animateur de la guilde streaming, comme on appelle ça, qui s'occupe du Twitch, et qui a organisé à la rentrée, vraiment, comme à la télé, vraiment une grille des programmes. Et je trouve ça vraiment fabuleux, parce qu'on a vraiment la télé du No-Code sur le Twitch de No-Code France. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que désormais, tous les midis, si vous allumez au hasard, sans regarder le programme, vous allez sur twitch.tv/NoCode France, vous allez avoir une émission. Alors des fois, ça va être par exemple lundi la team WeWeb qui fait des démos de WeWeb, qui construit, qui fait des choses vraiment intéressantes avec leur outil. Le jeudi, c'est le No Code Game, c'est notre émission un petit peu avec Stan et Lucien, qu'on fait depuis déjà 2 ans maintenant, on commente l'actualité du No Code. Et puis voilà, comme ça, plein d'acteurs, il y a une 30aine de personnes maintenant qui streament très régulièrement, il y a des streams tous les midis, il y a une matinale aussi, il y a des matinales, moi je fais une matinale, Jocelyne fait une matinale, il y a des choses en fin d'après-midi, par exemple, on a Georges qui fait un live sur Xano très régulièrement, on a Théo Roland qui stream le jeudi soir à 21h, très sympa aussi comme format. Donc voilà, c'est très très actif, c'est des audiences en plus qui progressent, c'est vraiment sympa, on a beaucoup d'interactions dans le chat, c'est vraiment des très très bons moments. Imaginez, moi-même, maintenant je me lève donc à 7h du matin le mardi pour animer une émission à 8h, et j'ai des gens qui se réveillent et qui prennent le café avec moi, et on parle d'Ops, etc. Et donc c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est le Twitch. Vraiment, n'hésitez pas à aller regarder. C'est un format complètement différent que le podcast et ce que vous écoutez là. Mais c'est aussi très agréable et surtout, vous allez pouvoir interagir. Si vous regardez le Twitch, vous allez pouvoir commenter en même temps. Et c'est ça qui est assez fabuleux avec ce média. Voilà, et donc ça c'était vraiment bravo, merci Stan d'avoir organisé cette rentrée du Twitch, et puis toutes les personnes qui streament désormais, parce que je trouve ça vraiment génial, et c'est un projet, voilà, c'est un de ces projets au long cours où il faut quand même une certaine résilience pour tout le temps maintenir, parce que c'est pas facile toujours aussi, quand on se lance au début on n'a pas beaucoup d'audience, on fait des streams, on parle un petit peu tout seul et tout, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du courage aussi et qui nous animent, et plus on est nombreux, plus on s'aide les uns les autres, on se donne de la force et tout, et donc c'est vraiment super. Et donc à la fin du mois, alors il y a eu, je vais revenir un petit peu, je regarde mes notes en même temps, désolé, ça fait pas très pro, mais c'est pas grave, je vois déjà qu'on est à 45 minutes, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas, du 3e trimestre, alors le dernier trimestre a été assez chargé, mais voilà, on va arriver sur les 1h15, comme prévu, comme un épisode classique, voilà, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, là ça peut être le moment où vous faites une petite pause par exemple, et puis vous pouvez revenir. Pour ma part, je continue, et on termine ce mois de septembre avec 2 petites choses. Première chose, grosse chose, le No Code Summit. Le No Code Summit, un événement, alors je vais pas forcément dire tant attendu, je vais être tout à fait honnête, parce que c'est vrai qu'au début on n'avait pas beaucoup d'attentes sur cet événement, mais voilà, un événement qui s'organisait depuis presque 1 an, si je dis pas de bêtises, au moins depuis le début de l'année, ça a été vraiment un process très long. C'est un projet qui est porté par le syndicat du no-code, le SFPN, syndicat français des professionnels du no-code, un truc comme ça, je crois que ça veut dire, je vais pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est un syndicat dont je ne fais pas partie, pour être tout à fait honnête. J'étais pas très intéressé par la vision initiale du No-Code Summit, puisque c'était prévu pour être un événement très B2B, comme on dit, donc vraiment réservé aux professionnels, avec des billets assez chers. Au début on parlait de 500 €, de choses comme ça. Donc voilà, moi j'avoue que ça me... Et puis aussi tout en anglais. Voilà, toutes les conférences en anglais. Donc en fait tout ça a fait que, malgré que je comprenne la logique, moi à titre personnel j'ai décidé de pas forcément m'y impliquer, puisque voilà, moi j'aime bien les choses communautaires. Je trouve que comme on est en France, si on fait pas les choses en français, on exclut des gens. Ça c'est un truc qui m'ennuie. Alors si on a les moyens de faire du sous-titrage, c'est génial, parce que
Par contre, je reconnais absolument que la volonté, notamment de Francis et d'autres gens du SFPN, de faire un événement majeur, en fait, mondial, hein. Ils disaient européen, mais finalement, c'était presque un événement mondial, hein, le No Code Summit. Ça, je comprends cette ambition de mettre Paris sur la carte du No Code mondial. Très franchement, on ne peut que apprécier ça. Et pour ça, effectivement, il faut le faire en anglais. Mais voilà, bon après, on peut se poser la question de ce qu'il faut faire, être aussi ambitieux ou pas. Bah voilà, il peut y avoir différents événements de toute façon, et donc c'est très bien qu'il y ait le No Code Summit. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que très franchement, voilà, moi j'y allais sans attente. Mais il s'est passé différentes choses dans les semaines et les mois, les semaines qui ont précédé, qui ont fait que quand même finalement beaucoup de gens de la communauté no-code ont pu aller accéder, d'une part parce que les billets ont été moins chers, parce qu'il y a eu beaucoup de billets qui ont été distribués, il y a eu un prix Early Bird qui était très démocratique, super Early Bird même, donc ça c'était très chouette. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié que tout ça soit fait. Donc moi j'ai pas proposé de conférence, je suis vraiment allé en participant. Et par contre, je dois dire qu'assez vite, en tout cas à la fin de la première journée, j'ai été conquis par l'événement. Voilà, c'était un moment, je pense, qui restera dans l'histoire quand même, du no-code. Vraiment un événement fondateur, comme on dit, de la communauté no-code francophone, mais aussi ailleurs, parce qu'il y avait effectivement, et ça, félicitations d'avoir tenu le pari, mais il y avait des gens de l'étranger, il y avait des éditeurs étrangers qui sont venus, il y avait des gens que moi j'avais rencontrés. Déjà, il y avait Lilith, par exemple, que j'avais rencontré, que j'avais interviewé pour mon podcast en anglais à Cologne. Voilà, qui fait un projet qui s'appelle visualmakers.de, qui est une espèce de contournement allemand. Désolé de me servir de ma propre société comme référence, mais voilà, enfin c'est un peu ça. J'en avais parlé d'ailleurs dans la rétrospective de l'année dernière. Si vous voulez tout savoir sur ce voyage que j'avais fait en 2021 à la rencontre de nos codeurs et nos codeuses en Europe. Donc voilà, c'était un événement très intéressant. Donc j'avoue que pour nous c'était un événement assez intense, hein. Moi j'ai eu le plaisir du coup d'avoir plein de gens qui sont venus me parler. J'ai pas pu en fait accéder aux salles de conférence, pour être tout à fait honnête. J'ai juste vu la conférence passionnante de David, le fondateur de Glide. Donc voilà, il y avait les gens de Glide par exemple qui étaient venus à plusieurs, qui avaient un stand, qui ont fait une conférence absolument passionnante. Mais après à part ça, voilà, en plus l'événement était plein à craquer. Encore une fois, bravo pour ça à l'équipe du SFPN. Mais du coup, l'auditorium principal était un peu petit, quoi. Donc voilà, mais c'est pas grave parce que moi, honnêtement, juste à chaque fois que j'essayais d'aller vers la salle de conférence, je rencontrais quelqu'un. Et donc voilà, et je vais pas m'en plaindre. J'étais vraiment ravi de pouvoir rencontrer, d'une part, plein de gens avec qui j'avais pu échanger dans la communauté. Ou alors des gens qui me connaissaient, que moi je ne connaissais pas, mais nos clients par exemple, des gens, des partenaires ou des gens qui voient ce qu'on fait même sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui nous ont remerciés, pour la formation gratuite qu'on a mis en ligne, pour nos contenus, etc. Donc c'était un moment, j'avoue, quand même assez plaisant, hein. C'est, sans trop d'ego, hein. Moi j'aime bien l'idée d'être assez discret dans la vie et j'étais pas forcément très à l'aise avec le fait que beaucoup de gens viennent me parler. Mais en même temps, c'est aussi le fruit, ça montre un petit peu la reconnaissance qu'on a, et ça nous permet de mesurer aussi un petit peu notre audience et notre notoriété, et très franchement, c'est plaisant, hein, parce qu'on fait ça pour ça, hein. Si là, je suis en train, le 23 décembre à 15h, d'enregistrer un podcast, c'est pour que les gens l'écoutent, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc c'était très très cool, c'était un très bel événement. Je l'ai dit aux organisateurs aussi, et je pense que, suivant comment se passe cette année, évidemment, mais peut-être que on s'impliquera un petit peu plus l'année prochaine. En tout cas, on donnera un coup de main si on peut le faire, parce que là, effectivement, on ne l'a pas fait du tout pour différentes raisons que j'ai expliqué un petit peu au début, et puis il y en a d'autres, et puis voilà. Et puis il faut savoir aussi reconnaître quand les choses sont bien faites. Il y a eu des petits couacs en amont, je vais pas forcément les rappeler, mais quand même, c'était un petit peu préoccupant que au début, la liste des speakers était composée uniquement d'hommes, par exemple. Voilà, il y a des petites choses comme ça quand on va un peu vite, et on fait pas tout très bien. Mais bon, ils ont su réagir aussi. Bravo, enfin merci, pas bravo, mais merci à Carole aussi, qui avait un petit peu quand même noté ça et qui avait un petit peu fait un petit appel du pied quand même pour que dans l'organisation, on n'oublie pas que ce serait bien d'avoir des femmes speakers.
Mais voilà, ça c'est important, c'est pour ça que je le dis, hein, très franchement, je pense quand même que c'est pas à mettre de côté, mais c'est à mettre au regard ensuite d'un événement très ambitieux et où j'étais bien content de participer, donc il faut savoir ne pas cracher dans la soupe et reconnaître ce qui a été bien fait. Donc voilà, c'était vraiment un très très bel événement. Et j'ai hâte d'y être l'année prochaine. Ça sera tout début octobre l'année prochaine. Ils ont déjà annoncé les dates, je crois. C'est le 12 et 13 octobre, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère vous y voir. Et voilà, et peut-être que, je sais pas, peut-être j'enregistrerai un épisode en live ou je sais pas, quelque chose comme ça, on verra. Je sais pas s'ils seront ouverts à mes suggestions, mais peut-être. En tout cas, voilà, on verra comment y contribuer si c'est le bienvenu. Et puis, on a profité de cet événement pour lancer un projet qui me tenait beaucoup à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant l'été, qui est le Cercle des Ops. Ça, c'est un petit peu la conclusion de notre 3e trimestre. Le Cercle des Ops, c'est un projet qui amène une continuité à nos élèves. Finalement, l'idée, c'est qu'à la suite de nos formations, nos élèves se retrouvaient sans rien. C'est-à-dire que ils ont suivi les formations et puis ensuite, soit ils vont aller appliquer ça dans leur entreprise, soit ils vont essayer d'aller chercher des clients s'ils veulent être en freelance. Mais ça manquait un petit peu d'apporter quelque chose. Alors, il y a évidemment la communauté No Code France pour les accueillir et c'est bien le but. Mais nous, on va dire, si on voulait garder un petit peu dans notre giron, il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre. Donc, on a imaginé une offre qui s'appelle le Cercle des Ops, qui est une petite communauté privée cette fois. On fait beaucoup de choses publiques et gratuites. Là, c'est une communauté privée et payante. On l'assume. Qui réunit les gens qui sont passionnés d'Ops et qui veulent continuer à s'exercer. Et à échanger entre eux. Et donc, voilà, c'est vraiment le projet. C'est un projet qui, moi, me passionne. Donc, toutes les 2 semaines, les gens reçoivent des challenges. Donc voilà, un challenge un petit peu conséquent. Il y a des gens qui ont passé pas mal de temps. Il y a eu un peu des larmes et de la sueur des fois sur certains challenges un petit peu relevés. Mais voilà, et ensuite on regarde toutes les corrections les uns les autres et on les évalue. Et c'est juste passionnant. En fait, j'avais fait des tests pendant l'été pour voir si c'était viable, toujours cette approche Lean Startup évidemment. Et pendant la phase de bêta-test, j'étais passionné de voir les différentes manières de faire, des différents exercices que les gens m'ont proposés. J'ai trouvé ça juste incroyable. Et voilà, et donc on a un petit peu passé à l'échelle. Donc là, on a combien, une 40aine de personnes dans ce groupe. C'est pas un groupe qui est amené à être immense à mon avis. Mais donc voilà, c'était vraiment un très beau projet. On est très content de l'avoir lancé. Et on verra, je vous en parlerai plus dans l'année, évidemment. Ce qui nous amène à la fin de ce 3e trimestre et on attaque la dernière séquence, le 4e trimestre. Le début de l'hiver, mais qui a commencé de manière très douce, puisque ça a été la 2e No Code House et donc on a été passé le mois d'octobre à Athènes, avec 8 personnes cette fois qui se sont joints à nous. Plus même une 9e en la personne de Lorraine qui a pris un petit appartement en dehors à côté de chez nous. Et donc voilà, donc beaucoup de monde. C'était vraiment super. On a eu la chance d'avoir 2 personnes de WeWeb. WeWeb qui a eu une très belle année aussi. J'en profite pour faire une petite aparté sur cet outil que je trouve assez remarquable, que j'utilise pas encore. C'est un de mes objectifs pour 2023 à vrai dire. Mais c'est un outil que je trouve assez remarquable et j'ai bien aimé parce que je crois que c'est... alors, il me semble que c'est Quentin qui m'a dit ça, donc de l'équipe WeWeb, qui me disait un petit peu, ou peut-être c'était Joyce, désolé, je me souviens plus, mais qui faisait cette analogie et qui disait si on représentait en fait les outils no-code par des langages, Webflow par exemple pourrait être le HTML et puis WeWeb pourrait être le JS. Et j'aimais bien cette idée-là parce qu'en fait c'est un outil quand même qui est très puissant sur le front. C'est-à-dire que là où Software offre un haut niveau d'abstraction, un petit peu comme, en fait, quelque part, entre Software et WeWeb, c'est un petit peu la même différence qu'entre Zapier et Make, quoi. C'est-à-dire, il y a un endroit où il y a un très haut niveau d'abstraction, mais qui fait que c'est assez facile à prendre en main, mais donc on est limité en fonctionnalité. WeWeb, on est presque comme dans un langage de programmation, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut, côté front-end, évidemment. Et voilà, et en ça, je trouvais ça assez intéressant, cette analogie avec le JS, là où Webflow, effectivement, ne permet que de faire des sites statiques, comme on dit, puisque, ils ne vont pas pouvoir avoir de logique dedans. Alors, c'est quelque chose qui va arriver, d'ailleurs, on reviendra un petit peu sur Webflow après. Mais donc, voilà, donc c'était assez chouette, et WeWeb, il y a eu une chose qu'ils ont fait, une fonctionnalité qu'ils ont sortie parmi leurs nombreuses fonctionnalités cette année. Moi, j'ai retenu le self-hosting,
Voilà, parce que Joyce me le soulignait aussi quand je préparais cet épisode, mais effectivement, c'est vrai que c'est une fonctionnalité très intéressante parce que d'autres personnes aussi m'en ont parlé dans la communauté, parce que ça permet de s'affranchir et de résoudre pas mal de questions autour du RGPD, de la vie privée, quand je dis ça, mais en tout cas des contraintes réglementaires que peuvent avoir certaines entreprises du fait d'héberger des données ailleurs. Et donc en fait, ça, dans le no-code, on va dire un petit peu professionnel, pour les amateurs, ça n'a pas vraiment de différence. Après, ça peut être des questions d'éthique ou de conviction, mais en tout cas pour les autres sociétés françaises, il peut y avoir des enjeux à ne pas avoir les données qui se baladent aux États-Unis, des contraintes réglementaires, des contraintes intérieures, enfin voilà, notamment pour les grands comptes. Et donc, avec cette fonctionnalité-là, on peut ne pas avoir cette problématique, et ça, c'est quand même assez intéressant à noter. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens de WeWeb font un live tous les lundis sur la chaîne Twitch. Ils ont un changelog, n'hésitez pas à le regarder, vous pourrez voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Je peux pas faire la rétrospective de tous les outils, mais voilà, il y a des petites choses comme ça. J'essaie de prendre un petit peu partout des choses à noter. Je me rends compte d'ailleurs que je vais pas du tout parler de... Bah si, d'ailleurs, c'est le prochain sujet. Donc ne vous inquiétez pas, j'allais dire une bêtise, mais on arrive. Donc voilà, mais nous on a commencé au soleil le mois d'octobre à Athènes. Il y avait aussi Benoît-Marie de Xar, un autre outil français, voilà, donc un petit peu en écho à ce que je viens de dire, qui eux donc hébergent toutes leurs données en France, etc. Donc c'est un outil qui a pas mal les faveurs des PME, des TPE justement grâce à ça. C'est une approche complètement différente de WeWeb, donc c'est pas du tout, ça ne sert à rien de les comparer. Mais voilà, ça vous pouvez regarder, c'était très intéressant de passer un moment avec Benoît-Marie, donc qui est un des cofondateurs, voilà, de partager sa vision même sur la vie. On a souvent, toujours à l'occasion des No-Code House, on a des discussions bien au-delà du no-code. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à écouter l'épisode que j'ai fait, l'épisode 99, et vous pourrez vraiment essayer un petit peu de vivre la No-Code House comme on l'a vécu. Alors malheureusement, Benoît-Marie et Alexandre Talon, qui étaient à la fin, ne sont pas dans l'épisode parce que on était un petit peu fatigués, je pensais, on n'a pas enregistré de séquence ensemble. Mais voilà, écoutez ça. Et moi, je passe à la suite. Et donc, on est revenu au mois de novembre. Et au mois de novembre, il y a un événement annuel qui est incontournable. Il y a la Webflow Conf, qui auparavant s'appelait la No-Code Conf, mais ils ont décidé d'assumer et que cette conférence ne serait dédiée qu'à Webflow. Juste avant, il y avait le Zapier Connect. Zapier Connect, c'est aussi la conférence annuelle de Zapier, qui avait lieu fin octobre. Mais je vais commencer par parler de Webflow, parce que Webflow, en fait, cette conférence fait suite à la conférence de l'année dernière, qui s'appelait encore la No-Code Conf, mais qui était très franchement complètement carjackée par Webflow, et donc où ça ne parlait que de Webflow, et où ils avaient fait des annonces. Ils avaient en fait montré quelque chose qui m'a profondément marqué, que je savais déjà, mais ils l'ont bien théorisé, on va dire. C'est-à-dire que pour faire des applications, des sites web, quand on dit des applications, c'est-à-dire au sens large, donc des sites web dynamiques, riches, voilà, qui vont être intelligents quelque part, il y a 3 choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une base de données, évidemment, puisque tous les utilisateurs qui vont interagir avec votre application vont avoir des données. Vous allez avoir besoin d'une interface, justement, pour permettre à ces utilisateurs d'interagir. Et vous allez avoir besoin de logique, pour que, suivant ce que veulent faire les utilisateurs, ils puissent faire des choses différentes. Et donc ça, finalement, c'est un petit peu la Trinité, la Sainte Trinité, j'aime bien dire parce que je trouve que ça sonne bien, mais en réalité, j'aime pas trop les références religieuses, mais il y a quelque chose là-dedans un petit peu grandiose, entre guillemets, dans le sens où ça, c'est vraiment fondamental. Vous ne pouvez pas vous passer de ces 3 éléments, il n'y en a pas besoin d'autres, c'est vraiment ces 3 éléments-là qui constituent le cœur. Et nous, on l'avait déjà un petit peu théorisé ça, de toute façon, on l'avait pas non plus inventé, mais déjà dans la communauté, depuis quelque temps, il y avait la notion de stack, en fait. Et donc cette trinité, en fait, ce sont les 3 étages primaires d'une stack no-code. Et donc il y a certains outils qui ont tout en un, ça c'est l'approche intégrée, qu'on appelle ça, un outil comme Bubble a à la fois base de données, interface et logique, avec les workflows, et donc c'est un outil intégré. Et puis, on pouvait combiner jusqu'ici, et donc on parlait d'approche modulaire, on pouvait combiner Airtable qui est la base de données, Zapier qui est la logique, et Webflow qui est l'interface. C'est la stack AWZ, comme ils aimaient dire. Il y avait un tweet comme ça voilà, à la fin 2019. Et donc, on était resté sur cette théorisation-là. C'est-à-dire, d'une part, l'approche intégrée des outils où il y a tout à l'intérieur d'outils, il y a ces 3 étages primaires. Et puis, il y a
l'approche modulaire où vous allez piocher des outils différents pour remplir ces 3 étapes. Et en fin 2021, à la Webflow, à la NoCodeConf de Webflow, ils ont annoncé qu'ils allaient aller sur le 3e étage, celui qui leur manquait, la logique, puisque les interfaces, évidemment, c'est le point fort de Webflow. Ils avaient en réalité déjà une base de données à travers leur CMS, mais il n'y avait pas de logique. Souvenez-vous ce que je disais juste avant, justement par rapport à WeWeb. Mais ils avaient annoncé qu'ils allaient y aller. 1 an plus tard, la partie logique de Webflow est seulement en bêta et est très faible apparemment. Mais ils ont annoncé. Et donc en fait là, à partir de là, j'ai eu vraiment cette réalisation que quelque part la course était lancée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Bubble qui était tout seul sur cette approche intégrée, avec Adalo, etc. Mais je veux dire, vraiment dans les leaders, il y a plusieurs outils. XAR, que je mentionnais, a aussi cette approche intégrée. Mais voilà, dans les leaders américains, on va dire un petit peu dans ce no-code game-là, c'était très différent. Zapier était concentré sur la logique, Airtable était concentré sur les bases de données. Et tout ça a changé. Ils ont été les premiers à ouvrir les hostilités quelque part, mais ils ont été suivis assez peu de temps après par Airtable. J'en ai pas parlé plus tôt, mais en réalité ça s'est passé plus tôt dans l'année, mais j'en parle maintenant parce que c'est là que ça a du sens. Airtable a amené petit à petit plusieurs fonctionnalités qui complètent. Et à la fin, une fois qu'ils avaient toutes les fonctionnalités, donc la base de données, eux, c'est leur point fort évidemment, ils ont amené en 2021 les automatisations, et puis ils ont amené en 2022 les interfaces. Et donc en fait, une fois qu'ils avaient tout ça, ils ont regroupé tout ça, ils ont mis 3 onglets sur leur site, et puis voilà, et ils étaient eux aussi, désormais, sur cette sainte trinité. Et ce qui s'est passé fin octobre, donc juste en amont de la Webflow Conf et des nombreuses annonces qu'il allait y avoir, Zapier, sorti de nulle part, a annoncé que eux aussi allaient se doter des 2 étages qui leur manquaient. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Je veux dire, très franchement, je ne l'avais pas vu venir, je vous le dis tout de suite. Là, j'essaye, je pense que souvent, j'ai un petit peu j'observe assez bien et je vois assez bien ce qui se passe. Là, je n'avais pas vu venir. Franchement, voilà, je pensais que Zapier, ils faisaient très bien ce qu'ils font et ils n'avaient aucune velléité à aller compléter. Et donc, Zapier, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une base de données. Je l'ai testé, très franchement, c'est très intéressant. C'est un espèce de micro Airtable. Vraiment micro, parce que c'est pas... Mais c'est quand même, ça reprend les grands principes d'Airtable, à savoir du typage dans les colonnes, voilà, des choses très simples, enfin vraiment très intéressant. Et puis, évidemment, ils ont annoncé ce 3e étage, que là j'ai encore moins vu venir quelque part, qui est les interfaces. Et donc, il y a maintenant dans Airtable un micro site builder, enfin très très simple, où on peut faire des drag and drop, vraiment des glisser-déposer de blocs et constituer comme ça une page web. Et évidemment, tout est lié entre eux. Dans votre page web, vous allez pouvoir afficher des données de votre base de données, vous allez pouvoir mettre des boutons qui vont déclencher vos automatisations. La boucle est bouclée, on a la trinité. Alors tout ça est en bêta, alpha, ça dépend, enfin... Mais voilà, j'étais très très surpris, mais voilà, on y est tous. Et dernier outil quand même, vous le savez, dont j'ai parlé au tout début, Notion. Eh bien Notion également, et ça aussi pour moi c'était une surprise, parce que si vous suivez beaucoup ce podcast, vous savez que c'est une question quand je parle avec des experts Notion, je leur demande est-ce que vous pensez que Notion va ajouter des boutons, des éléments d'interface, etc. Et moi j'étais convaincu que non. Et donc, et je vais clore un petit peu ce sujet avec ça, mais on a eu la chance d'avoir un meet-up très récemment, Notion, où il y avait des gens de Notion, je reviendrai peut-être dessus, mais là on est vraiment lié au sujet, et donc j'ai pu leur poser la question et discuter un petit peu avec eux, et donc ils ont annoncé déjà de façon publiquement qu'il y allait avoir des workflows qui allaient apparaître dans Notion, de la logique, et ça c'était évident puisqu'ils ont acquis Automate.io pour cette raison-là également, pour pouvoir s'interconnecter à d'autres outils, mais aussi faire des automatisations. Et il y a déjà une première fonctionnalité qui existe, qui est quelque part un petit peu de la logique, qui est la possibilité de faire se répéter régulièrement des éléments dans vos bases de données. Par exemple, toutes les semaines, vous pouvez dire « tu me crées des nouvelles tâches dans ma base de liste de données de tâches ». Et donc là, en voyant ça, je me suis dit « bon, ok, donc il y a déjà les bases de données, il y a déjà quelque part un petit peu les interfaces dans Notion, puisque c'est quand même quand on crée une page Notion, on a des interfaces, et puis là, ils ajoutent des workflows. Alors, ils prennent leur temps, mais... Voilà.
Et donc, je leur ai posé la question publiquement, est-ce que vous allez ajouter des boutons, des formulaires, etc. Parce que ça, c'est quand même des éléments d'interface indispensables pour créer des apps. Et ils ont dit, et je m'en doutais, mais ils ne pouvaient pas répondre publiquement, mais en parlant un petit peu avec eux, j'ai quand même bien compris que ça allait venir, puisqu'il m'a sous-entendu avec un petit sourire que des boutons, on en a déjà, et que évidemment, tout ça va se connecter. Puisqu'il y a déjà un bouton de template, évidemment, mais bon, qui ne permet pas vraiment de faire des actions, quoi. Mais donc voilà, tout ça, vous voyez, se met en place petit à petit. Et donc là, on est vraiment dans le no-code game, mais on est dans l'analyse des projets, et c'est tout à fait passionnant. Ça pourrait être vraiment tout un épisode de podcast, vraiment sur le product management des outils no-code. Mais voilà, moi j'étais vraiment très fasciné de voir se concrétiser tout au long de cette année 2022, et ça s'est vraiment accéléré sur la fin, avec ces différentes conférences. Mais voilà, on a plusieurs outils qui vont être intégrés, qui vont permettre de faire plein de choses, avec évidemment tous leur approche différente. Par exemple Zapier, une vision très très haut niveau, très abstraite, beaucoup moins flexible que certains autres outils, mais c'est assez frappant et intéressant. Et donc Webflow dans tout ça, donc j'ai commencé par là le sujet, eh bien ils ont fait leur no-code conf. Alors un événement vraiment somptueux, très franchement. Alors j'ai malheureusement, enfin c'est pas malheureusement d'ailleurs, j'ai choisi de ne pas y aller, parce que là cette année c'était possible. Si vous avez écouté l'épisode 79 de l'année dernière, j'ai regretté de ne pas pouvoir y aller. J'avais un billet, j'ai même un billet d'ailleurs d'avion que j'ai perdu, du coup j'en ferai jamais rien. Voilà, on avait les billets, bon ça ils les ont remboursés. Et donc voilà, moi j'étais vraiment j'étais prêt à y aller. Donc là j'ai décidé par contre de ne pas y aller parce que finalement, déjà il y avait la No Code House, ça faisait beaucoup de voyages, j'essayais de plus prendre l'avion en plus, j'essayais de prendre l'avion une fois par an seulement, donc voilà, c'est un autre sujet, mais bon. Donc j'avais déjà dépassé mon quota. Et puis le dollar est quand même très cher aussi en ce moment, donc je me suis dit bon, j'ai eu la chance déjà de commencer l'année aux États-Unis, je vais pas la finir là-bas. Voilà, j'en ai pas forcément les moyens. Et donc voilà, on a essayé de pas y aller, et surtout pourquoi ? C'est parce que tout simplement Webflow n'est pas un des outils majeurs pour nous, et donc on pouvait suivre à distance. Et donc ils ont fait une super, donc apparemment la conférence est très bien, Lucien a eu l'occasion d'y aller, quelques autres personnes de la communauté no-code, et puis ils ont fait donc tout était retransmis, évidemment depuis le Covid maintenant tout est retransmis. Et franchement, l'opening keynote, c'est-à-dire la conférence d'ouverture, était vraiment superbe. Toute la direction artistique de l'événement était magnifique. Enfin, franchement, ils savent vraiment très bien faire les choses. En ce qui concerne les annonces, il y a eu plein d'annonces. Je ne vais pas vous refaire là. Il n'y a pas de choses qui m'ont énormément marqué. Là, elles me reviennent même pas, je ne l'ai pas pris dans mes notes. Je vous invite à aller regarder la chaîne de Théo Roland, la chaîne YouTube. Il a fait une vidéo, il y a eu il y a eu déjà un live aussi, avec de débrief en live de l'événement. Il y a eu un débrief après, enfin voilà, donc il a fait aussi une petite vidéo, il a récapitulé toutes les annonces, donc allez voir. Voilà, très franchement, il n'y a rien qui m'a laissé vraiment stupéfait. Mais bon, voilà, ils accélèrent aussi, ils rassurent les gens aussi sur le fait ils avancent dans leur vision. Et donc, je crois même qu'il a rappelé, d'ailleurs, justement ces trois éléments là de base de données, etc. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Toutes ces confs là de fin d'année ont été vraiment intéressantes. Et puis du coup, tant qu'on est dans ce sujet, il y a eu une dernière conférence, la conférence Happy Days. Voilà, une conférence qui est dédiée au sujet des API, qui est une conférence de dev qui a lieu depuis 10 ans. Alors eux aussi ont dû faire une pause malheureusement pour le Covid. Et donc notre ami Shubham, voilà, qui que vous connaissez tous, qui est incontournable évidemment, eh bien a eu l'occasion d'organiser une track no-code, voilà, donc une journée entière de conférence autour du no-code. Et très franchement, j'ai trouvé ça super. D'autant que je dois dire que des fois je trouve que Shubham vit un petit peu en dehors de la communauté no-code et voilà, il ne contribue pas énormément, enfin en tout cas c'est peut-être un petit peu injuste de dire ça, il crée beaucoup de contenu, mais c'est vrai que des fois à chaque fois qu'on se croise, je lui dis alors quand est-ce que tu fais un live Twitch ou des trucs comme ça, et on dirait qu'il a envie et en même temps il passe jamais à l'action, et donc voilà, mais tout ceci est oublié parce que voilà, il a organisé là vraiment une journée entière de conférences et franchement c'était très beau. Je ne sais pas s'il a été payé pour ça, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui est important, c'est qu'il y a plein de gens de la communauté qui ont eu l'occasion de parler. Cette année, moi-même, avons pu faire une conférence. On a présenté l'histoire de la communauté No Code France. Voilà, on a passé un très très bon moment. Il y avait plein de conférences très très intéressantes. Une conférence de Joyce sur la sécurité front-end qui était vraiment très bien, qui est un sujet très important. Voilà. Et le matin, il y avait le CEO de Make,
Donc, j'étais pas le matin malheureusement, donc j'ai pas vu. Et il y avait 2 personnes de chez Notion, et c'est ça qui a fait que du coup dans la foulée, Shubham a pu organiser à nouveau encore un très bel événement, et merci à lui pour ça, pour réunir la communauté Notion avec ces personnes-là. Et donc il a fait lui d'abord une petite rétrospective des 20 fonctionnalités de l'année qui étaient intéressantes. Ça a été capté, d'ailleurs, je sais pas où ça sera le live, peut-être sur la chaîne de Shubham. Et puis surtout, une séance de questions-réponses vraiment très très instructive, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc voilà, donc c'était vraiment un très bel événement pour terminer l'année. Voilà, Happy Days, c'est une conférence très tech, donc c'était bien aussi de voir que le no-code vient même dans les conférences tech. Donc ça, c'était cool, c'était un bel événement en plus, très sympa, le soir, une jolie fête et tout. Donc voilà, merci pour ça. C'était vraiment, on a eu une année 2022, vous l'avez vu, j'ai passé pas mal de temps à parler vraiment des événements parce que ça m'a marqué, parce qu'après 2 ans de Covid, etc., c'était important de pouvoir se voir, et quand on se voit, on voit aussi l'impact qu'a le no-code sur les gens, on voit comment tout ça avance, on voit les connexions qui se font, les projets qui se déclenchent grâce à ces rencontres, et donc ça, moi je trouve ça assez génial. Voilà. Très rapidement, pour conclure, quelques petites choses dont je veux vous parler. Je suis obligé évidemment de vous parler de notre livre, puisque après un an et demi de travail acharné, notre livre a été publié le 1er décembre. Donc voilà, ça a été, je crois, un petit événement aussi dans la communauté no-code. Voilà, en tout cas, ça a été un gros événement pour nous. On n'a pas hésité à en parler un petit peu partout, parce que très franchement, même si je suis généralement assez réservé, on est quand même très fiers du travail qu'on a fait. On a vraiment mis beaucoup de cœur et de notre corps aussi un peu. Vraiment, voilà. Donc on a coécrit avec Erwan et Florian Reims, voilà, notre 3e co-auteur, qui a fait un travail remarquable jusqu'au dernier jour à vraiment relire tout, franchement, très très grosse résilience. Donc voilà, c'était vraiment super. Donc voilà, c'est sorti, j'ai eu la chance même de pouvoir en signer plusieurs. J'étais assez touché, j'avoue que les gens viennent me voir avec leur livre à la main pour que je leur fasse une dédicace. J'étais pas prêt pour ça. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode dans les temps, sachez que le 12 janvier à Paris, il y aura une dédicace dans la librairie Erol. Voilà, donc ça c'est aussi un petit plaisir de pouvoir le rencontrer. Ça va être une rencontre, c'est pas qu'une dédicace. Le but, franchement, c'est surtout qu'on puisse discuter avec vous, que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé du livre. Si vous avez des questions, on sera très content d'y répondre. Donc voilà, ça c'était vraiment notre dernière actualité de l'année. On a fait, voilà, moi j'ai commencé une petite matinale, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, ça sera un de mes fils rouges de 2023, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch le mardi matin à 8h, prendre votre café avec moi. Et puis voilà, et puis sur le podcast, l'épisode précédent c'était l'épisode 100, j'espère que vous l'avez écouté, un épisode un petit peu spécial. Alors j'ai eu un petit regret, je l'ai dit plusieurs fois, je voulais faire un épisode en public. Bon, c'était trop dur, l'année a été trop chargée, et puis j'ai eu du mal à passer du temps à faire des recherches, à chercher un endroit particulier, enfin bref, voilà, j'ai un endroit en tête, je vais essayer de finir par arriver à les convaincre, et puis on fera ça en 2023, en tout cas c'est clairement un de mes objectifs pour 2023, un épisode en public, ça je tiens vraiment à le faire, je pense que ça pourrait être un très beau moment. Donc voilà, mais du coup l'épisode 100 c'est un épisode un petit peu conceptuel, parce que c'est un double épisode, on a fait un crossover comme on dit dans le monde des séries, avec le podcast des portraits du no-code, que j'espère vous écouter également, donc qui est animé par Jocelyne, Ben et Xavier de la communauté No-Code France, qui se sont regroupés, voilà, vraiment comme j'espère beaucoup de projets vont naître en 2023 de la même manière, ils se sont regroupés, c'était une idée de Xavier, il l'a dit, Jocelyne et puis Ben l'ont rejoint, et ensemble ils le font, ils se sont pris de passion pour ça, c'est un très beau projet, il y a eu des très beaux épisodes, ça permet de découvrir les gens de la communauté, ça permet d'inspirer, si vous arrivez dans la communauté no-code, allez écouter ça, vous allez voir des belles histoires, vraiment, donc ça montre l'exemple, il y a des rôles modèles, je trouve vraiment très inspirants dans ces épisodes, donc voilà, et donc on a fait un épisode ensemble, voilà, moitié du coup un épisode de Radio Contournement, où c'est moi qui les interviewe, où on fait une rétrospective de leur podcast sur Radio Contournement, et puis on a inversé, et donc après c'est eux qui m'ont interviewé, on a fait une espèce de rétrospective de mes 100 premiers épisodes, mes 99 en tout cas premiers épisodes. Voilà.
Bah écoutez, on arrive sur la fin, donc j'espère que vous avez apprécié. Voilà, on a 1h17, je vois le chrono. J'ai couvert, j'ai sûrement oublié plein de choses. Si vous avez écouté jusqu'ici et que vous pensez que j'ai oublié des choses vraiment notables, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je pourrais pas les rajouter, hein, évidemment, mais c'est juste parce que je suis curieux de savoir peut-être ce qui vous a marqué et dont je n'aurais pas parlé. Mais j'ai évoqué, je pense, tous les événements qui m'ont touché. Alors, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu vous dire sur Contournement, notamment toute notre activité B2B, mais moi, je m'en occupe pas du tout, donc c'est plutôt Erwan. Mais sachez qu'à ce niveau-là aussi, évidemment, on n'a pas traîné et il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits, certains dont vous entendrez parler, d'autres qui sont plus restreints à l'intérieur de vraiment des sociétés pour lesquelles on a travaillé. Mais il y a des choses aussi un petit peu publiques dont on n'hésitera pas à vous parler bientôt. Voilà, moi je vous dis merci, je vous souhaite surtout de passer de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez ça avant. Si vous écoutez ça au début de l'année, bonne année. Hein, voilà, je vous dis en avance pour moi techniquement, mais c'est pas obligé que ça le soit pour vous quand vous écoutez ça. Et puis on se retrouve en 2023, on va reprendre un rythme un petit peu plus régulier sur les podcasts. On va reprendre les entretiens, j'ai une jolie liste de personnes que je souhaite interviewer évidemment. Donc on va reprendre ça et puis on va voir, il y aura d'autres choses, on va faire des surprises, on va tester des choses. Voilà, à partir de l'épisode 100, j'estime que il faut continuer une certaine régularité, mais j'ai plus envie de faire que des entretiens. J'ai envie de faire des choses un petit peu différentes. Vous voyez, de toute façon, vous le savez, maintenant j'ai testé plein de choses. L'épisode en solo, je pense que ça sera qu'une fois par an parce que c'est un peu crevant. Et puis je pense que c'est pas si intéressant que ça. C'est un format quand même très particulier. Si vous écoutez encore ici à presque 1h20, merci beaucoup. Envoyez-moi un petit emoji. Alors, si vous écoutez jusqu'ici, je vous propose de m'envoyer un petit emoji sapin de Noël. Voilà. Ça c'est le petit gimmick des fins d'épisodes comme ça, des épisodes un peu longs. Et puis voilà, donc un petit sapin de Noël, je serais très content. Et puis voilà, je vous dis merci. Là, je commence à tourner en rond, donc il est temps d'arrêter. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Bonne fête et à très bientôt.